Éloge de la France. Pourquoi le monde entier est-il tant attiré par la France? En ce moment, une situation sans précédent se déroule dans les aéroports français. Les billets d'avion sont pris d'assaut. Les files d'attente au contrôle des passeports s'étirent à perte de vue. Alors que le monde entier semble pris d'une ferveur pour la France, un seul homme, un aristocrate américain, regardait Paris avec des yeux méfiants. La France n'est qu'un pays en déclin, une nation arrogante vivant sur les vestiges de sa gloire passée. C'est avec cette colère froide qu'un père, fier descendant d'une grande famille de financiers de Boston, venait d'atterrir, tremblant de rage, pour empêcher le mariage de sa fille. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'à l'instant même où il poserait le pied sur le sol français, ses certitudes et ses préjugés allaient voler en éclats. Et il ne savait pas encore qu'une lettre de son propre grand-père, découverte dans le grenier familial, avait scellé son destin avec celui de la France, 70 ans plus tôt. Quelle est la raison bouleversante qui a poussé ce gentleman américain si rigide à s'agenouiller en larmes à l'aéroport, confessant « J'avais tort, ce n'est pas un simple voyage ». C'est l'histoire vraie et émouvante d'un père qui, abandonnant ses préjugés, est tombé amoureux de la vraie France. Les aéroports de Paris sont submergés par les étrangers, avec plus de 250 000 entrées par jour. Le monde entier se bat pour obtenir un billet pour la France. Les demandes de visa explosent, provoquant une agitation mondiale. Même avec des prix de billets triplés, les consulats français sont débordés. Il faut absolument avoir un billet pour Paris. Il y avait tellement de monde que nous n'avons pas pu en obtenir. Un véritable engouement pour la France déferle sur le monde. Cette vague française a même touché une famille de la haute société de Boston. Dès leur arrivée à l'aéroport parisien, ils ont vu leur valeur totalement bouleversée. L'événement a été si marquant que même les grandes chaînes d'information américaines en ont fait un reportage spécial. Mais qu'y a-t-il en France pour attirer ainsi les foules du monde entier? Commençons notre histoire. La France est un pays encore prisonnier de son passé. Bonjour, je m'appelle Grace Harrison. J'ai grandi dans un manoir historique de Beacon Hill, à Boston. Diplômée en histoire de l'art de l'université Harvard, je travaille comme conservatrice au Metropolitan Museum of Art. Ma famille est une dynastie de financiers depuis 7 générations. Mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient des figures majeures de Wall Street. Mon père, Robert Harrison III, a lui aussi dirigé l'entreprise familiale après avoir servi comme officier pendant la guerre du Vietnam. La phrase qu'il m'a adressée ce jour-là était aussi glaciale que la glace. Assis aux deux extrémités de la table à manger, seuls 5 mètres nous séparaient, mais ce jour-là, la distance semblait infranchissable. Sous le lustre en cristal, seul le tintement des couverts en argent brisait le silence. Quelques jours plus tôt, j'avais pris mon courage à 2 mains pour parler à mon père. Je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un, un homme venu de France, un médecin nommé Julien Dubois, un brillant chirurgien travaillant à l'hôpital Mount Sinai de New York. Mais la réaction de mon père fut bien plus froide que ce que j'avais imaginé. « Père, Julien est un homme vraiment merveilleux. » Ma voix tremblait. Mon père posa lentement son verre de vin et me regarda droit dans les yeux. Son regard ne contenait ni colère ni déception, mais quelque chose d'autre. « Grace, sais-tu ce qu'est la France ?» Sa voix était tranchante. C'est un pays de grève, de bureaucratie, une nation socialiste en déclin. C'est un endroit imprévisible, toujours au bord du chaos. Mon cœur se serra. Père, c'est une image du passé, la France d'aujourd'hui. Du passé? Mon père eut un rire sardonique. Grace, les cicatrices de l'histoire ne s'effacent pas si facilement. J'entends dire que ce pays est fermé sur lui-même, obsédé par ses propres règles. Sais-tu ce que cela signifie? Que leur culture est incompatible avec la nôtre. Ma mère, Catherine, intervint prudemment. Robert, j'ai entendu dire que la France moderne est très avancée. Leur culture, leur gastronomie, leurs modes sont admirés dans le monde entier. Catherine, mon père coupa court à ces paroles. L'exportation culturelle et la stabilité d'un pays sont 2 choses différentes. Je ne laisserai pas ma fille partir pour un pays que je connais à peine, de l'autre côté de l'océan. Je ne pus me retenir. Père, vous n'êtes jamais allé en France. Ma voix s'éleva. Comment pouvez-vous juger un pays sans même y avoir mis les pieds? Julien est un médecin. Il a été formé pour sauver des vies. Le visage de mon père se figea. Un long silence s'installa. Je m'attendais à ce qu'il s'oppose encore plus violemment. Mais à ma grande surprise, il ouvrit lentement la bouche. « Très bien,
Grâce, j'irai vérifier par moi-même. Sa voix était empreinte d'une étrange détermination. Nous irons en France dans 2 semaines. Ta mère, toi et moi. Je verrai ce pays de mes propres yeux et je jugerai. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mon père, en France, lui qui n'avait presque jamais quitté l'Amérique du Nord, allait traverser l'Atlantique. Vous y allez vraiment, père? Oui, mais il y a une condition. Son regard devint perçant. Si la France que je vois correspond à mes craintes, tu devras mettre fin à ta relation avec ce jeune homme. Me le promets-tu? Mon cœur battait à tout rompre. C'était un test. Mon père était convaincu que la France confirmerait ses préjugés, et il voulait me le prouver. D'accord, père, acquiesçai-je. Mais en retour, promettez-moi aussi. Si la France n'est pas le pays que vous imaginez, vous ne vous opposerez plus à notre union. Explensiva. Overhava. Bye. Bye. Mon père me fixa un instant, puis hocha lentement la tête. Promis, cette nuit-là, je ne pus dormir. En regardant les lumières de New York par la fenêtre, je me demandais si je parviendrais à faire changer d'avis mon père. Pourrais-je briser ses préjugés sur un pays qu'il considérait comme décadent? Mais j'étais convaincu. L'image de la France que Julien m'avait montrée était à l'opposé de ce que mon père imaginait. Et je n'oublierai jamais la réaction de Julien quand je lui ai annoncé la nouvelle quelques jours plus tard. « Grace, ne vous inquiétez pas, dit-il avec un doux sourire. Je montrerai à votre père la vraie France. La réalité, pas les préjugés. » Ces paroles me rassurèrent un peu. Mais en même temps, l'angoisse me rongeait. Et si mon père ne changeait pas d'avis? Et si la France ressemblait vraiment à ce qu'il craignait, devrais-je renoncer à Julien? Les 2 semaines passèrent en un clin d'œil. Le jour du départ arriva enfin. Dans la voiture qui nous conduisait à l'aéroport JFK, mon père resta silencieux. Ma mère me regardait d'un air inquiet. En regardant par la fenêtre, je pensais que ce voyage allait changer ma vie. La veille de notre départ, vers 2 heures du matin, j'ai été témoin d'une scène étrange. Ayant soif, je suis descendu au rez-de-chaussée et j'ai vu de la lumière dans le bureau de mon père. D'habitude, il se couchait à 22 heures. C'était suspect. Je me suis approché doucement de la porte du bureau qui était entr'ouverte. J'aperçus mon père, assis à sa table, entouré d'une montagne de documents. Je n'en crus pas mes yeux. Il n'y avait que des livres et des rapports sur la France. La reconstruction de la France après-guerre, le miracle économique des 30 Glorieuses, le système de santé français. Les livres étaient surlignés et couverts de postis. Ce n'est pas tout. Il y avait des plans imprimés de l'aéroport Charles de Gaulle et une liste des meilleurs hôpitaux de Paris, même un rapport sur la sécurité intérieure en France. J'en eus le souffle coupé. Qu'est-ce que cela signifiait? Mon père n'était-il pas contre la France? Pourquoi préparait-il tout cela? Il lisait attentivement, des lunettes sur le nez, et prenait des notes. Quand j'ai poussé doucement la porte, elle a grincé. Mon père se retourna. « Grace? Oh père, pardon, je venais boire de l'eau. » Ma voix tremblait. Mon père me regarda un instant, puis soupira. « Entre. » J'entrai timidement dans le bureau. En voyant les documents sur la table, je fus encore plus stupéfaite. Cela ne pouvait pas avoir été préparé en quelques jours. Il avait dû y passer des semaines, voire un mois. « Père, qu'est-ce que c'est que tout ça? » « Assieds-toi. » Il m'indiqua une chaise. Je m'assis en face de lui, le cœur tremblant. Un long silence s'installa. Finalement, mon père prit la parole. « Grace, en réalité, sa voix était différente, grave et sérieuse. J'enquête sur la France depuis un mois avant que tu ne rencontres Julien Dubois. » Mon cœur fit un bond. « Comment ça? » Par hasard, en rangeant les affaires de mon grand-père, j'ai trouvé une vieille lettre. Mon père sortit une vieille enveloppe d'un tiroir. Elle portait un timbre des années 1950. Mon grand-père était en poste en France après la guerre. Il était médecin militaire dans l'armée américaine, participant au plan Marshall. Das Torleid, Indias, Avery Domeney. Je le savais, mais mon père n'en avait jamais parlé. Il a servi pendant 1 an au Havre et à Brest, et sa voix se brisa. Il y est tombé malade et n'est jamais rentré. Mon père prit une lettre. Le papier jauni portait une écriture manuscrite. C'est la dernière lettre que mon grand-père a écrite 3 jours avant de mourir. Il commença à lire. « Ma chère famille, aujourd'hui encore,
J'ai soigné de nombreuses personnes à l'hôpital de campagne. Les habitants de ce pays dévasté sont d'une résilience incroyable. En voyant l'espoir dans leurs yeux au milieu des ruines, je suis convaincu que cette nation se relèvera. Je prie pour qu'un jour, cette terre retrouve la paix et la prospérité. Les larmes me montèrent aux yeux. Mon arrière-grand-père pensait cela de la France. Quand tu m'as dit que tu sortais avec un médecin français, mon premier réflexe a été le rejet, dit mon père en posant la lettre. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai ouvert la boîte de souvenirs de mon grand-père et j'ai trouvé cette lettre. Il sortit des dizaines d'autres lettres. En les lisant, j'ai réalisé que je ne savais rien du pays pour lequel mon grand-père avait donné sa vie. Les yeux de mon père prirent une teinte complexe. Alors, j'ai commencé à chercher. La croissance économique de la France, son système de santé, sa sécurité, son développement culturel. Plus je cherchais, plus j'étais stupéfait. Il désigna les documents sur la table. Un pays passé des ruines à l'une des plus grandes puissances mondiales. La 5e économie mondiale. Une technologie médicale de pointe. Alors, pourquoi vous êtes-vous opposé à moi? Ai-je demandé. Mon père hésita, puis me regarda sérieusement. Grace, je voulais tester ton choix. Si tu choisissais Julien malgré mon opposition, cela prouverait que tes sentiments étaient sincères. Sa voix s'adoucit. Et je voulais aussi voir la France de mes propres yeux. Je voulais vérifier si le pays en lequel mon grand-père croyait s'était réellement relevé comme il l'avait écrit. J'étais sans voix. Mon père avait planifié ce voyage depuis le début. Il avait feint l'opposition, tout en préparant tout en secret. Mais pourquoi avoir été si froid avec moi? Je suis désolé, Grace. Mon père prit ma main. Mais je pensais que c'était la meilleure façon. Si tu aimes vraiment ce jeune homme, tu devrais être capable de surmonter l'opposition de ton père. Je ravalai mes larmes. Mon père avait réfléchi bien plus profondément que je ne l'imaginais. À partir de demain, je jugerai de manière impartiale, dit-il. Si les espoirs de mon grand-père n'ont pas été vains, si ce pays est vraiment en paix et développé, et si ce monsieur Dubois est vraiment l'homme qu'il te faut, je le vérifierai de mes propres yeux. I am Pekovad. Cette nuit-là, après avoir quitté le bureau, je ne pus dormir. Maintenant que je connaissais les véritables intentions de mon père, j'étais encore plus anxieuse. Il en savait déjà beaucoup sur la France et semblait avoir une opinion plutôt positive. Mais en même temps, il voulait tout vérifier lui-même. La France serait-elle à la hauteur de ses attentes? Le lendemain matin, nous nous sommes dirigés vers l'aéroport JFK pour prendre notre vol vers Paris. Après un long vol de 8 heures, nous allions enfin fouler le sol français. Et là, tout mon avenir se déciderait. Après le long vol, nous sommes arrivés à l'aéroport Charles de Gaulle. Au moment de sortir de l'avion et de m'engager dans la passerelle, j'étais paralysé par la tension. Quelle serait la réaction de mon père? Si l'aéroport était chaotique ou désorganisé, ses préjugés ne feraient que se renforcer. Pourtant, la première chose que nous vîmes fut un couloir propre et spacieux menant au contrôle des passeports. Le plafond était haut, comme dans un musée d'art moderne. La lumière naturelle filtrait à travers la verrière, et des panneaux d'affichage numérique multilingues guidaient les voyageurs. C'est plus propre que je ne le pensais, marmonna mon père en regardant autour de lui, mais sa voix trahissait encore de la méfiance. En arrivant à la zone de contrôle, je fus surprise. Il y avait énormément de monde. Des voyageurs du monde entier remplissaient le hall, des Américains, des Asiatiques, des Africains. Grace, avec autant de monde? Commença mon père, mais à cet instant, une voix familière se fit entendre. Grace, c'était Julien. Vous êtes venu me chercher. Vêtu d'une chemise impeccable et d'un jean, il s'approcha de nous avec un grand sourire. Monsieur, Madame Harrison, bienvenue. J'espère que votre voyage s'est bien passé. Toastei monascaf. Ebu, tudoscaf. Julien nous salua poliment. Mon père se contenta d'un signe de tête impassible. Par ici, s'il vous plaît. Le système de reconnaissance faciale est plus rapide. Julien nous guida vers une porte spéciale. La file d'attente générale était longue, mais l'endroit où il nous conduisit était différent. C'était un portique électronique marqué Paraphe. Scannez votre passeport et regardez la caméra. Suivant les instructions de Julien, ma mère essaya la première. Après avoir scanné son passeport, son visage apparut à l'écran. En à peine 15 secondes, un bip retentit et la porte s'ouvrit. C'est si rapide,
s'exclama ma mère. Mon tour vint, et ce fut la même chose. Scan du passeport, reconnaissance faciale, passage. Pas besoin de faire la queue ni de parler à un agent. C'était incroyable. Quand ce fut le tour de mon père, j'observai attentivement son expression. Lui aussi passa en 15 secondes. C'est efficace, en effet, murmura-t-il, avec une nuance d'approbation dans la voix. Cet aéroport accueille en moyenne 200 000 passagers par jour, expliqua Julien. Récemment, avec l'afflux de touristes, on atteint parfois 250 000. Mais grâce à ce système de pointe, le temps d'attente est considérablement réduit. 250 000? Le visage de mon père montrait sa surprise. Même à JFK, une telle gestion serait difficile. You expect if the brick's a man is a brick. To me was. Oui, les aéroports de Paris sont parmi les mieux notés au monde. Face à cette explication, mon père ne dit rien. Mais je savais que quelque chose se recalculait dans son esprit. Après avoir récupéré nos bagages et être sortis, nous fûmes de nouveau surpris. Le hall était immense et moderne. Des boutiques de luxe, des cafés, des restaurants. Mais le plus impressionnant était l'ordre. Malgré la foule, tout le monde se déplaçait calmement. Personne ne criait ou ne doublait dans les files. « Regardez par là », dit Julien en désignant un grand panneau électronique. En plus des informations de vol en temps réel, le niveau d'affluence de chaque zone de l'aéroport était indiqué par des couleurs. L'ensemble de l'aéroport est géré par une IA. Elle anticipe les flux de passagers pour prévenir les congestions. Une IA? Mon père montra de l'intérêt. Oui, la France est une grande nation technologique. Ces systèmes intelligents sont déployés partout. Nous nous sommes dirigés vers le quai pour prendre le RER vers le centre de Paris. En descendant l'escalator, j'observais les gens autour de moi. Il n'y avait pas que des Français, mais des gens de toutes nationalités. Des jeunes couples, des familles, des hommes d'affaires, des routards. Tout semblait excité à l'idée de découvrir Paris. « Grace, regarde », me chuchota ma mère en me prenant le bras. Les gens ont l'air si heureux. C'était vrai. Personne ne semblait anxieux ou méfiant. Au contraire, une atmosphère d'anticipation joyeuse régnait. Arrivé sur le quai, le train express entra en gare. Ses wagons modernes s'arrêtèrent en silence. Nous sommes montés à bord. L'intérieur était propre, spacieux, les sièges confortables et les grandes fenêtres offraient une belle vue. Le train démarra. Nous serons bientôt à Châtelet-Les-Halles. La vitesse de pointe atteint environ 120 km par heure. Similaire à notre Acela Express, commenta mon père. Oui, mais le réseau ferroviaire français, notamment le TGV, couvre tout le pays. D'ici, on peut rejoindre Marseille ou Bordeaux en quelques heures. Le paysage défilait rapidement. D'abord les bâtiments autour de l'aéroport, puis progressivement les grands ensembles de la banlieue, et enfin les premiers immeubles haussmanniens. 30 minutes plus tard, j'étais bouche bée. La tour Eiffel apparut au loin, puis le quartier d'affaires de la Défense avec ses gratte-ciels scintillants. « C'est ça, Paris ?» demandai-je, émerveillé. « Oui, la plus haute tour que vous voyez là-bas est la tour Eiffel. 330 mètres, le symbole de la France. » Mon père, silencieux, fixait le paysage par la fenêtre. J'en faisais de même. C'était bien plus moderne et grandiose que ce que j'avais imaginé. Plus majestueux que le quartier financier de Manhattan. Et voilà la Seine, dit Julien en désignant le large fleuve. Le cœur de Paris. Les berges bordées de monuments historiques sont magnifiques, surtout la nuit. Plusieurs ponts enjambaient le fleuve, chacun avec un design unique, déjà prêt à s'illuminer. J'ai entendu dire que cette ville avait beaucoup souffert pendant la guerre, murmura mon père. C'est exact, monsieur, répondit sérieusement Julien. Il y a 80 ans, certaines parties de la France n'étaient que ruines. Mais aujourd'hui, c'est une destination qui attire le monde entier. Next of, I have. Mon père ne dit rien, mais je sentais qu'une profonde réflexion s'opérait en lui. Lorsque le train arriva à notre station, nous avions tous un peu changé. La première impression à l'aéroport avait dépassé toutes nos attentes. Nos craintes de chaos et de désorganisation s'étaient envolées, remplacées par une image d'efficacité, de propreté et d'organisation. « Allons à l'hôtel. Demain, la vraie visite commence, » dit Julien en nous guidant. Même dans le taxi qui nous menait à l'hôtel, je ne pouvais détacher mon regard de la fenêtre. La ville débordait de vie.
Les gens se pressaient dans les rues, les boutiques arboraient des enseignes élégantes. Les cafés, les bistrots, les bâtiments haussmanniens. Était-ce vraiment le lieu que mon père décrivait comme étant en déclin? Arrivé à l'hôtel, après avoir défait nos bagages et dîné, mon père se tenait près de la fenêtre de sa chambre, contemplant Paris illuminé. Je m'approchai doucement de lui. Alors, père, qu'en pensez-vous? Après un moment de silence, il répondit. Grâce, c'est très différent de ce que j'imaginais. N'est-ce pas? Mais, il se tourna vers moi, ce n'est que le premier jour. On ne peut pas juger sur les apparences. J'acquiesçai. Il avait raison. Ce n'était que le début. Mais j'avais la conviction que ce que nous allions voir les jours suivants ferait fondre, petit à petit, le cœur de mon père. Le lendemain matin, Julien vint nous chercher à l'hôtel. Au programme, visite de Paris. Commençons par le sommet de la tour Eiffel. On peut y voir toute la ville et ses environs. En arrivant au pied de la tour, je fus submergé par sa taille et sa majesté. La structure de fer semblait percer le ciel. Nous sommes montés par l'ascenseur jusqu'au sommet. En quelques instants, nous y étions. À l'instant où nous sommes sortis sur la plateforme, nous restâmes sans voix. Une vue à 360 degrés sur Paris s'offrait à nous. La Seine serpentant à travers la ville, entourée d'une mer infinie de bâtiments. Au loin, on pouvait distinguer le Sacré-Cœur, la Défense et la tour Montparnasse. Là, basse, c'est le Louvre, et de l'autre côté, Notre-Dame. C'est un mélange unique d'histoire et de modernité, expliqua Julien. Mon père contempla longuement le paysage, observant l'étendue de la ville. C'est incroyable qu'ils aient pu reconstruire et préserver tout cela, dit-il, la voix empreinte d'une certaine émotion. Oui, les Français appellent cela leur résilience, se relever des cendres pour devenir ce que vous voyez aujourd'hui. Après la tour Eiffel, nous nous sommes dirigés vers le Marais. Julien voulait nous montrer comment la tradition et la modernité coexistaient. En entrant dans le quartier, l'atmosphère changea complètement. Entre les bâtiments modernes se trouvaient des hôtels particuliers séculaires et des rues pavées pleines de charme. Nous sommes ici sur la place des Vosges, l'une des plus anciennes places de Paris. En nous promenant, j'étais étonné de voir à quel point ces bâtiments anciens étaient parfaitement conservés. Autour de nous, des touristes et des Parisiens profitaient des cafés et des galeries d'art. Ils tiennent vraiment à leur patrimoine, constata mon père. Oui, les Français attachent une grande importance à l'histoire et à la tradition. Mais en même temps, ils sont tournés vers l'avenir. C'est ce qui rend la France unique. Pour le déjeuner, nous sommes allés dans un restaurant étoilé. Le repas fut une œuvre d'art. C'est un repas, ça? On dirait une peinture, s'exclama ma mère. Oui, on dit que la cuisine française se déguste d'abord avec les yeux. Nous accordons une grande importance aux produits de saison. Thanks for watching. And I could do. Pendant le repas, Julien nous parla de la culture française, de la famille, de l'éducation. Mon père écoutait en silence, posant parfois des questions pointues. J'ai entendu dire que la société française est très réglementée. Qu'en est-il vraiment? C'est vrai que nous avons des règles, répondit calmement Julien, mais elles viennent souvent d'un respect pour les autres. La sécurité et la propreté de nos villes découlent de ce respect mutuel. Mon père hocha la tête. En tant qu'ancien militaire, il semblait comprendre cette notion de discipline collective. Après le déjeuner, nous sommes allés sur les champs, Élysée, admirant l'élégance des bâtiments et le luxe des boutiques. Le soir, Julien nous emmena dans le quartier latin pour nous montrer la culture de la jeunesse. C'était un autre monde. Les rues étaient pleines d'étudiants, de musique, de vie. Des librairies, des cinémas d'art et d'essai, des cafés animés. Toute cette liberté d'expression est donc possible? Demanda mon père, surpris. Oui, la France est un berceau pour diverses cultures. Le cinéma, la littérature, la mode, tout cela naît de cette liberté créative. Il était maintenant 23 heures. À New York, de nombreux endroits seraient déjà fermés. Mais Paris était différent. La ville était toujours aussi lumineuse et animée. Et ce qui m'a le plus surprise, c'est de voir des jeunes femmes marcher seules, en toute liberté. Une femme seule à cette heure-ci s'inquiéta ma mère. La France est l'un des pays développés où le taux de criminalité est le plus bas, affirma Julien avec confiance. Les crimes violents, en particulier, sont très rares. C'est un pays où une femme peut marcher seule la nuit en toute sécurité. En entendant ces mots, l'expression de mon père changea subtilement.
Dans le taxi qui nous ramenait à l'hôtel, mon père regardait fixement par la fenêtre. Il était plus de minuit, mais Paris ne dormait pas. L'énergie de cette ville est stupéfiante, murmura-t-il. Bien plus vibrante que New York, ces paroles me donnèrent de l'espoir. Le troisième jour, nous avions un rendez-vous spécial, visiter la famille de Julien. Il vivait dans un magnifique appartement haussmannien. En entrant, j'ai été frappé par l'élégance du lieu, un mélange parfait de mobilier ancien et de design moderne. L'intelligence artificielle n'était pas visible, mais l'art de vivre était partout. Une table magnifiquement dressée nous attendait, avec des plats faits maison. Un bœuf bourguignon, une quiche lorraine, des salades colorées. « Vous avez préparé tout ça vous-même » s'étonna ma mère. « C'est le cœur de l'hospitalité française » répondit la mère de Julien. Le repas commença. Le père de Julien servit du vin à mon père. En les observant, je sentais l'importance du rituel et de la convivialité en France. La conversation fut animée. « J'ai moi-même étudié aux États-Unis dans ma jeunesse » dit le père de Julien. Dans les années 80, j'ai fait un post-doctorat en médecine à Johns Hopkins. Vraiment, mon père montra un vif intérêt. À mesure que la discussion avançait, les deux pères semblaient de plus en plus proches, unis par leur passion commune pour la médecine. En partant, la mère de Julien nous offrit un cadeau, une boîte de macarons d'un célèbre pâtissier et une bouteille de vin de leur région. « C'est un petit souvenir de votre venue en France. Merci beaucoup, » dit ma mère, très touchée. Dans la voiture du retour, mon père dit en regardant par la fenêtre. « Ce sont des gens vraiment chaleureux. » Ces mots étaient sincères. Ce soir-là, à l'hôtel, je contemplais la vue depuis le balcon quand mon père est sorti. « Grace, il faut que je te parle. » Sa voix était grave. Je me suis tendu. « En fait, je t'ai menti. J'ai commencé à enquêter sur la France un mois avant que tu ne rencontres Julien. J'ai retrouvé les lettres de mon grand-père. Mon père me raconta tout. La dernière lettre de son grand-père, ses recherches sur la France et ses véritables intentions. Pardonne-moi, Grace, si j'ai été froid. C'était pour être sûr de tes sentiments. Père, tout cesse. Et ces 3 derniers jours, j'en ai eu la confirmation. Il regarda la ville illuminée. Les espoirs de mon grand-père n'ont pas été vains. La France est relevée. Des larmes coulèrent sur mes joues. Et Julien. Mon père me regarda. C'est un jeune homme exceptionnel, digne de ce pays que mon grand-père a tant admiré. Il a la compétence et la droiture. Vous l'acceptez vraiment? Pas encore. Mon père sourit. Demain, nous irons à un dernier endroit. Ensuite, je prendrai ma décision finale. Où ça? En Normandie, dit-il, d'une voix ferme. Je veux rendre hommage aux âmes qui y reposent. Le lendemain matin, nous avons pris la route pour la Normandie, pour visiter le cimetière américain de Colleville-sur-Mer, le lieu où reposent les soldats américains tombés pour la libération de la France. Devant le cimetière, mon père s'arrêta. Des milliers de croix blanches parfaitement alignées sur une pelouse verdoyante face à la mer. Il chercha un nom pendant un moment, et il le trouva. Captain Thomas Harrison. Le nom de son grand-père. Mon père s'agenouilla devant la croix. Pour la première fois de ma vie, je le vis pleurer. « Grand-père, vous voyez ça ?» Sa voix tremblait. « Regardez ce qu'est devenu le pays pour lequel vous avez cru en sa reconstruction. » C'est alors qu'un vieil homme s'approcha de nous. « Vous êtes les descendants du capitaine Harrison ?» demanda-t-il dans un anglais parfait. « Oui, c'est exact. »« Je suis le maire du village voisin, » dit le vieil homme en s'inclinant profondément. Nous avons entendu parler du dévouement du capitaine, qui a tant fait pour soigner les civils ici. Sa voix était remplie de gratitude. Même après 80 ans, nous n'avons pas oublié ce que vos compatriotes ont fait pour nous. De nouvelles larmes coulèrent des yeux de mon père. Merci. Savoir que sa mémoire est honorée ainsi. C'est à nous de vous remercier. Mon propre père fut l'un de ceux que le capitaine a soignés à l'époque. Julien demanda, stupéfait. Est-ce que ce médecin? Oui, jusqu'à sa mort, mon père disait. C'est un médecin américain qui m'a sauvé la vie. À cet instant, mon père et le vieil homme se regardèrent. Une communion silencieuse semblait s'établir entre eux. Le passé d'il y a 80 ans, un lien noué dans la tragédie et qui se renouait aujourd'hui. Julien intervint avec précaution.
Mon grand-père aussi m'a raconté avoir été sauvé par un médecin américain à cette époque, dans cette région. Mon père se tourna vers Julien. Vraiment? Oui, toute sa vie, il a parlé de son sauveur américain. Mon père ne put continuer. Il baissa simplement la tête, laissant couler ses larmes. Nous sommes restés là un moment, dans le silence, seulement troublés par le vent et le bruit des vagues. Nous avons déjeuné dans un restaurant tranquille en Normandie. Pendant le repas, mon père dit « L'histoire de ton grand-père, Julien. » Oui, monsieur, c'est possible. Mon père regarda Julien droit dans les yeux. Il se pourrait que nous soyons liés depuis 80 ans. Julien répondit avec sérieux. En effet, il est possible que ce soit votre grand-père qui ait sauvé le mien. Mon père réfléchit un instant, puis dit lentement. Julien, je te confie ma fille. Mon cœur manqua un battement. En tant que médecin, tu connais le poids d'une vie. La voix de mon père était douce. Et surtout, tu es un jeune homme de ce pays, en qui mon grand-père avait placé tant d'espoir. Pourrais-je rêver d'un meilleur gendre? Julien se leva et s'inclina profondément. Monsieur, je protégerai Grace toute ma vie. Je vous le promets. Je ne pus retenir mes larmes. Dans la voiture qui nous ramenait à Paris, mon père dit « Grace, je me suis complètement trompé. La France n'est pas un pays dangereux, ni prisonnier de son passé. Au contraire, c'est un pays d'avenir dont le monde devrait s'inspirer. » Il me prit la main, et, par-dessus tout, c'est un pays qui n'oublie jamais sa dette de reconnaissance. Je suis fier que tu épouses un jeune homme de ce pays. Le lendemain de notre retour de Normandie était notre dernière soirée en France. Julien nous avait préparé une surprise. Ce soir, je vous emmène dans un endroit spécial. Well having dark, à 19 heures, nous sommes arrivés à un quai sur la Seine pour une croisière en bateau-mouche. Une croisière. C'est la plus belle façon de voir Paris la nuit. Le bateau se mit en mouvement, glissant doucement sur l'eau. Paris au crépuscule était d'une beauté à couper le souffle. Le pont Alexandre III brillait, la tour Eiffel et Notre-Dame s'illuminaient. « Incroyable !» s'exclama mon père. « Dire que c'était un champ de ruines. »« How was that to shape and have Comprenez-vous maintenant pourquoi on parle de la résilience française ?» dit Julien. Soudain, la musique s'arrêta et les lumières se tamisèrent. Un projecteur m'éclaira. « Grace !» Julien était à genoux devant moi. Tout le monde nous regardait. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie a complètement changé. Tu m'as donné le courage, les rêves, et tu m'as appris l'amour. Dans ses mains, un petit écrin. Il l'ouvrit, révélant une bague scintillante. Dans cette ville magnifique, ma ville natale, je veux te le demander, grâce à Harrison. Veux-tu m'épouser? J'en eus le souffle coupé. Les larmes coulaient. Oui, répondis-je. Le bateau éclata en applaudissements. Mon père s'approcha. Tout le monde retint son souffle, mais il posa une main sur l'épaule de Julien. « Je sais que tu rendras ma fille heureuse, Julien. J'y mettrai toutes mes forces, monsieur. » Mon père me serra dans ses bras. « Félicitations, Grace, tu as trouvé un homme bien. » Alors que le bateau reprenait sa route, quelque chose d'incroyable se produisit. La tour Eiffel se mit à scintiller de mille feux, comme un feu d'artifice de diamant. « C'est le destin, » sourit mon père. Même le ciel vous bénit. Le lendemain matin, sur la route de l'aéroport, l'ambiance était totalement différente de notre arrivée une semaine plus tôt. « Grace, je viendrai à Boston le mois prochain, » dit Julien, « pour faire ma demande officielle. »« Go, Pisame, tu seras le bienvenu, » sourit mon père. Nous dînerons à la maison. En arrivant à l'aéroport, je fus surprise de voir encore plus de monde qu'à l'aller. Le nombre de visiteurs en France ne cesse d'augmenter, expliqua Julien. C'est fou, s'étonna mon père. Je comprends maintenant pourquoi le monde entier veut venir dans ce pays. L'avion décolla. Par le hublot, la silhouette de Paris rapetissait. Nous reviendrons. Bientôt. And it was as there is in every pause, commonest also a very monarch into deuces. Après le vol, de retour à Boston, ma vie changea du tout au tout. La nouvelle de mes fiançailles se répandit, et mes collègues me posèrent 1000 questions. Alors, la France, c'est vraiment sûr? Et la nourriture? Je leur racontai mon expérience. L'efficacité de l'aéroport, la beauté de Paris, une ville sur 24 heures, 24, un système de santé avancé. Un jour,
Une chaîne de télévision américaine me contacta. Il voulait faire un reportage sur l'histoire d'amour entre l'héritière d'une grande famille de Boston et un médecin français. Mon père accepta l'interview. Il paraît que vous étiez contre début? C'est la vérité, et j'en ai honte, répondit honnêtement mon père. J'avais des préjugés, mais en y allant, j'ai découvert un pays exceptionnel. J'étais fier de voir que la nation en laquelle mon grand-père avait cru s'était développée à ce point. Tosei Pien. I am Pandia Dusashufas. Après la diffusion, les réactions furent explosives. Je veux aller en France? J'ai honte d'avoir eu des préjugés. Je ne savais pas que la France était un pays aussi merveilleux. 6 mois plus tard, le jour de notre mariage arriva. Nous avons eu une petite cérémonie à Boston, puis la cérémonie principale une semaine plus tard à Paris, dans un château surplombant la Seine. Lors des discours, le mentor de Julien dit « Cette union n'est pas seulement un mariage. Il y a 80 ans, un lien a été tissé au-delà des nations. Aujourd'hui, ce lien s'épanouit en un amour magnifique. Quelques jours plus tard, nous avons emménagé dans notre nouvel appartement. Du balcon, nous contemplions Paris. La France, c'est l'avenir. » Les mots de mon père me revinrent en mémoire. C'est vrai, ce pays a surmonté son passé pour inspirer le monde. Ceci était l'histoire de Grace Harrison, la fille d'un aristocrate américain. L'histoire d'un père qui, partant avec des préjugés, a vu sa perception changer du tout au tout en découvrant la France. Et comment un lien tissé, il y a 80 ans, a abouti à un amour magnifique. Que ce pays, autrefois dévasté, soit devenu une nation si admirable est un miracle que le monde entier admire et cherche à comprendre.